Cette semaine, dans votre émission Ça va chez vous, je vous emmène découvrir une ville située à proximité d'Épinal et Certigny, la commune d'Adolles qui compte plus de 2500 habitants. Rencontre avec Julien Lecuiro, directeur de la maison familiale rurale, et Armand Mathieu, ébéniste. Mais pour débuter, c'est Jean-François Clasquin qui nous accueille ici, près d'un lieu, d'un site emblématique ici qui va recouvrer un pôle, alors la future MFR, mais on en parlera tout à l'heure, il y a également l'école et puis finalement c'est représentatif de la commune cet endroit. C'est une commune un peu particulière puisqu'on a un nombre d'agriculteurs important sur la commune. On a une vingtaine d'exploitations agricoles, dont 12 exploitations qui ne font que de l'agriculture. Donc pour nous c'est important. Alors c'est une caractéristique, mais ce n'est pas la seule. On a aussi effectivement pas loin de 240 enfants à l'école. Donc on est ici, donc à proximité du pôle de la future MFR, on en reparlera tout à l'heure. Mais également, donc il y a un autre projet à Adolles en ce moment, un projet de pôle santé. Alors où en est ce pôle santé actuellement? Alors le pôle santé a démarré. Les travaux de VRD ont été effectués. Et puis en ce moment, on est dans la phase de proposition aux professionnels de santé. Sur la commune, on a déjà 2 dentistes, on a déjà 2 kinés, on a des infirmiers. Donc c'est des gens qui souhaitent effectivement se regrouper pour apporter à la population un maximum de prestations. Alors à côté de ça, vous souhaitez aussi miser sur la sécurité à Adolles. Alors pourquoi c'est si important ? Alors c'est important parce qu'on s'aperçoit, et je pense que Adolles n'est pas la seule, dans beaucoup de villages, la circulation devient de plus en plus importante et les axes sont de plus en plus utilisés, alors qu'initialement, les routes étaient plutôt étroites et ça suffisait par rapport à la circulation. Au niveau sécurité, il y a des endroits où il est nécessaire de construire des trottoirs pour la sécurité des habitants. C'est surtout ça, c'est surtout là-dessus qu'on axe notre action. Mais aujourd'hui, ça va quand même chez vous à Adolles? Oui, ça va bien. Ça va bien. Il y a, comme partout, il y a des petits problèmes de voisinage, des problèmes de voirie, etc. Mais c'est pas des gros problèmes. Je pense qu'il fait bon vivre à Adolles. Alors peut-être pourrons-nous revenir maintenant sur ce projet de MFR. Alors expliquez-nous un petit peu pourquoi vouloir changer de lieu finalement la maison familiale rurale. La maison familiale regroupe quand même un peu plus d'une centaine d'élèves. Hein. C'est important pour la commune. C'est un acteur économique important pour la commune. En plus, il y a vraiment une osmose avec les associations. Donc la maison familiale possède des locaux, en l'occurrence des dortoirs, qui ne sont plus aux normes. Donc il y a une obligation pour la MFR de reconstruire quelque chose. Et finalement, c'est l'opportunité de reconstruire une MFR globale, qui normalement devrait se construire ici, devant nous, près du complexe salle polyvalente et école. Eh bien, on va découvrir tout ça avec notre deuxième invité. Merci Jean-François Clasquin pour votre accueil. Nous allons à la rencontre de notre deuxième invité, approfondir le projet de la MFR avec le directeur de la structure. Les maisons familiales rurales forment chaque année plus de 70 000 jeunes et adultes, principalement de la 4e au BTS. Depuis leur création en 1937, elles pratiquent une pédagogie de l'alternance avec des semaines de formation en entreprise et des semaines de formation à l'école. Son directeur va nous faire découvrir tout ça. Julien Lecurio, merci de nous accueillir ici au sein de la MFR. Alors la MFR, c'est finalement une école pour apprendre autrement. Alors la maison familiale et rurale, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout une association de familles, d'accord, qui représente tous les bénévoles qui fonctionnent autour de l'association. Donc ça représente à peu près 14 personnes pour Adolles. Et puis cette association-là a créé un centre de formation. Alors c'est pas tout jeune, hein, ça date depuis 1946-47. Pour permettre à ces enfants du monde rural à se former. Voilà. Et puis avec le temps, on existe toujours, donc on s'est adapté. On est aujourd'hui avec des formations du ministère de l'Agriculture, donc essentiellement des bacs pro service à la personne et au territoire. Et puis une partie 4e, 3e, où là les jeunes se questionnent un petit peu sur leur orientation et vont permettre, parce que je ne l'ai pas dit et c'est notre spécificité, de réaliser leur formation en alternance, c'est-à-dire une semaine à l'école, une semaine sur un lieu de stage défini. Et on est vraiment sur un engagement finalement de 3 personnes, de 3 entités. Ah oui, c'est même la famille, le maître de stage, l'école, ça ne pourra ne marcher que si les acteurs s'entendent et qu'il y a clairement une relation entre tous ces acteurs, oui. Alors on va peut-être revenir sur les formations. Alors expliquez-nous un petit peu les différentes formations. Alors la partie collège, 4e, 3e, où les jeunes viennent à partir de 14 ans, alors voilà, parce qu'on ne peut pas envoyer les jeunes avant 14 ans, viennent en stage, viennent à la maison familiale avec 2 gros objectifs. À l'issue de la 3e, c'est déjà redonner goût un petit peu à un projet professionnel. Alors ça va faire 3 objectifs.
trouver une orientation possible à l'issue de la troisième, et puis le brevet, parce qu'ici passe le brevet des collèges. Et puis la partie bac pro, où là clairement c'est bien spécifié autour des métiers de service à la personne et au territoire. Infirmière, assistante aide-soignante, pardon, assistante sociale, éducatrice, etc., etc. Et puis la partie territoire, où là on peut du coup avec ce diplôme travailler en mairie, travailler à l'office du tourisme, en tout cas, il y a une multitude de choix possible. Il y a un panel très large. Complètement. Voilà. On peut poursuivre en BTS, on peut poursuivre avec les concours d'aide-soignante, infirmière, etc. Alors c'est des stages qui peuvent varier au fur et à mesure de l'année. Globalement, oui, les stages en première par exemple, où là elles vont aller dans des structures de service à la personne ou au territoire en fonction de leur projet. Ensuite un stage autour de l'administratif pour comprendre comment fonctionne une entreprise ou une structure. Un stage Erasmus, parce qu'on a la possibilité d'aller à l'étranger sur les fonds européens Erasmus. Donc nous, on a un partenariat avec le Portugal. L'idée, c'est vraiment d'avoir un panel et de leur faire découvrir exactement. Des entités différentes. D'autres façons de faire, une culture différente, enfin, en tout cas, l'ouverture d'esprit, parce qu'aujourd'hui, ça, c'est super important. Et alors, en ces débuts d'année, combien d'élèves sont accueillis ici à Adol? Une petite centaine répartis sur nos 4 classes. Donc on arrive à des classes à taille humaine aussi, ça c'est important. Et puis notre spécificité, c'est l'accompagnement, où clairement chaque jeune a un accompagnement spécifique et individuel. Et aussi une cohésion très forte, puisque la plupart des élèves sont en internat ici à Adol. Alors ouais, c'est un peu notre spécificité. 90% de nos jeunes, alors je vois en classe de première, il n'y en a qu'une, en troisième, il n'y en a pas. Donc l'internat est bien rempli ce soir. C'est l'internat, c'est le vivre ensemble, c'est comment on est en mesure de cohabiter, de tolérer aussi les différences. On axe un grand... En tout cas, on y met beaucoup d'énergie pour que les jeunes qui sortent d'ici soient un maximum tolérants. Alors un lieu de vie qui pourrait changer, puisqu'il y a un gros projet, on en parlait avec monsieur le maire tout à l'heure, un projet de construction. Oui, on est à l'étroit un petit peu ici, voilà, et puis on a un internat qui est quand même assez vieillissant. Et puis on a entamé avec l'ancienne municipalité un beau projet qui va continuer bien sûr, où d'ici 4-5 ans, normalement, on sera complètement déménagé à côté du groupe scolaire, de manière à créer un pôle éducation scolaire sur Adol, qui rassemblera presque 300-350 élèves. Et vous pourrez accueillir aussi peut-être plus de... Et nous, on va développer des formations autour de l'apprentissage, on va développer des formations autour de la formation continue, pour et puis être plus à l'aise, quoi. Être plus à l'aise, surtout. Ouais. On est trop à l'étroit ici. Eh ben, on suivra ça de près. Merci Julien Lecuriot pour votre accueil. Nous partons découvrir notre dernier invité, un ébéniste. Issu d'une double formation dans le design et l'ébénisterie et fort de ses expériences professionnelles, Armand Mathieu se lance en 2015 après plusieurs années de préparation et crée son atelier. Il propose la réalisation de tables, lits, consoles ou agencements décalés avec un seul objectif, la créativité. Armand Mathieu, merci de nous accueillir ici dans votre atelier. Avec plaisir. Alors un atelier qui porte le nom Cream. Alors expliquez-nous un petit peu pour l'anecdote d'où vient ce nom. Je l'assume encore, mais j'ai eu cette idée un peu plus jeune. Un apéro, je pense, et en fait ça vient de la contraction de créer, c'est ce qui m'anime en fait, et mes initiales AM, Créam, voilà, Cream. Donc un atelier qui est né en 2015, un atelier d'ébénisterie. Alors après plusieurs expériences, pourquoi cette envie finalement de créer votre propre atelier? L'envie est venue du fait que je travaillais dans le design pour d'autres gens, et souvent avec des idées qui sont peut-être pas compatibles à 100% avec le marché. Et donc, envie de faire des choses un peu décalées, un peu plus folles que ce qu'on peut trouver, quoi. S'exprimer sans avoir finalement un cadre. Voilà, ouais. Sans avoir de... Il y a quand même quelques contraintes de dimension, de style aussi certaines fois, mais les gens viennent me voir parce qu'ils veulent quelque chose un peu différent, donc ça me va bien. Vous laissez aller votre créativité finalement dans tous ces meubles. Oui, c'est ça, ouais. Et alors, quels sont les meubles que vous proposez? Je propose essentiellement des tables, parce que c'est le mobilier où les gens se permettent un peu plus de folie. C'est un peu la pièce maîtresse dans une maison. Donc c'est ce qui me plaît le plus. Je ne fais pas d'ébénisterie à 100%, des choses avec des tiroirs ou des queues d'aronde. Ça me plaît moins. Alors, quel bois on utilise pour faire ces tables, par exemple? Je travaille pas mal avec le chêne. Et j'aime bien travailler le noyer aussi. Ce qui est un peu plus dur à trouver dans nos régions, mais c'est un bois qui est vraiment particulier, qui a un veinage assez contrasté. Et ça permet de laisser s'exprimer un peu plus le bois. En fonction des veinages, on dessine une table différemment. Alors le temps de travail sur une table, c'est quoi? Le temps de travail, étant donné que je fais ça le week-end, c'est assez long. Donc sur une table comme celle-ci, par exemple, il me faut 2 mois à peu près, quoi. 2 mois de travail. Alors pourquoi en faire qu'une passion et pas votre métier à plein temps?
Eh bien, parce que mon métier à plein temps nourrit un peu ma passion, vu que je m'occupe du design dans une entreprise qui fabrique du luminaire à Épinal. Et grâce à ce travail, je fais des salons, je suis au courant des tendances et c'est intéressant en plus. Le métier est intéressant, donc je veux garder le métier d'ébéniste comme une passion, pas comme une contrainte. Et alors, revenons peut-être sur votre formation pour en arriver à ce métier d'ébéniste et à ce métier de designer. Eh bien, en fait, il y a deux formations. Il y a un BTS plus licence en design et une formation, un diplôme des métiers d'art en ébénisterie dans le Jura. Et alors, vous laissez aller votre créativité tout en répondant quand même à la demande des clients. Est-ce que c'est la demande qui vient en premier ou est-ce que c'est vous qui faites vos offres? Disons que je fais des créations et après je les montre, je les expose. Et quand les gens accrochent, on tourne autour, on fait des choses différentes à chaque fois. Donc les différentes étapes, il y a d'abord, j'imagine, un prototype, un plan, et après... Oui, c'est ça, en fait, je fais un peu de 3D, donc je fais plusieurs propositions aux clients. On se met d'accord sur les formes, les tailles aussi, le tarif, bien sûr. Et après, je lance la production. Donc il y a d'abord, on trouve le bois, et ensuite, il y a les étapes on de trouve travail. Le bois, c'est ça qui est presque le plus compliqué. C'est compliqué de trouver du bois un peu plus sympa que ce qu'on va trouver chez un marchand de bois qui est tout droit, avec des défauts, parce que les défauts, maintenant, c'est ce qu'on recherche plus que la perfection. Après, débit, où je vais découper mes planches. Et ensuite, dégauchissage, rabotage, pour avoir une surface bien plane. Et après, je travaille en fonction des demandes. Quand les gens veulent un bord brut, il y a un gros travail de ponçage pour avoir le bord, éliminer ce qui n'est pas beau et avoir un bord à peu près naturel. Et après, toute la finition, ponçage, vernis. Voilà. Et après 2 mois de travail, la table peut enfin aller rejoindre le client. Voilà, avec un petit pincement au cœur quand le travail s'en va. Oui, c'est sûr, un petit peu, mais c'est sympa. On passe à la prochaine. Après, il y a toujours des nouveaux projets en cours, c'est ça qui est bien. Merci Armand Mathieu de nous avoir accueillis dans votre atelier. Notre émission est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. C'est bien.